Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, de news, actu, ciné, série. On va parler de box-office, on va parler de Marvel, on va parler de Game of Thrones, on va parler de James Bond. Bref, on va parler de plein de choses avec l'ami Greg. Bonjour mon cher Greg, comment vas-tu ? Ça va très bien mon cher Kerr, je suis très content de te voir, vraiment tu nous illumines aujourd'hui. Tout à fait. Un jour je dirai quel est le secret de cette luminosité que je dégage. En fait, c'est juste le spot qui me tape en plein visage à chaque vidéo. Avant de commencer mon cher Greg, un point quand même pour vous dire qu'il y a une vidéo sur la chaîne pour avoir l'avis de Greg sur Harry Potter et l'enfant maudit, la pièce de théâtre que Greg a pu voir à Londres. On en fait un débrief. C'est intéressant si vous aimez Harry Potter. C'est aussi intéressant si vous n'aimez pas Harry Potter. Voilà. Donc c'est intéressant. N'hésitez pas, et si vous voulez retrouver d'autres vidéos, bien évidemment, ciné, culture pop, etc. N'hésitez pas à vous abonner à Cult & Click en appuyant sur le truc pour s'abonner. Voilà, c'est concis mon cher Greg. Est-ce que tu veux que je commence par le point pognon ? Moi je trouve que, tu vois, il faut vraiment juste, en 10 années, tu as réussi à devenir professionnel de YouTube. Il a juste fallu 10 ans. Oui, tout à fait. Alors on commence par le point pognon, mon cher Greg, c'est le box-office bien sûr, avec Dune 2 qui cartonne à travers le monde. 500 millions de dollars déjà récoltés pour la partie 2 du film de Denis Villeneuve. Aux États-Unis ça marche très fort aussi, c'est 204 millions de dollars récoltés, c'est déjà mieux que le premier. Et on peut estimer que Dune va atteindre les 700 millions de dollars à la fin de sa carrière, ce qui est quand même très chouette. Notez que pour son deuxième week-end aux États-Unis, il a été battu par Kung Fu Panda 4. Et comme je sais, mon cher Greg, que toi tu l'attends, le retour du panda qui fait du Kung Fu. J'ai oublié son nom, c'est Po, hein, c'est ça ? Si je dis pas de bêtises. Et ben Po avait démarré c'est très celui fort. qui aiderait, ouais, c'est Podamon. Tout à fait. Il fait du Kung Fu sur le côté parce que du coup, son premier métier de chasseur d'escadron, lui, il a été licencié dans un film. Et sachez donc que Dune partie 2 est le plus gros succès pour l'instant de 2024 à travers le monde, si on exclut une nouvelle fois le box-office des films chinois, ce qu'on a l'air de faire, mais je vous avais expliqué dans la précédente vidéo que les films chinois n'étaient plus comptabilisés dans le box-office mondial. Grand mystère. Et Kung Fu Panda 4, lui, est deuxième avec... il est très loin, hein. Donc Dune partie 2 est à 500 millions, et Kung Fu Panda 4, pour l'instant, est à 177 millions de dollars, en sachant qu'il n'est pas sorti dans plein de pays, dont la France. Donc voilà, le troisième plus gros succès de l'année, c'est un biopic sur Bob Marley, et on a notre film auquel on est très attaché, donc The Beekeeper, l'apiculteur avec Jason Statham, qui était pendant un temps le plus gros succès de l'année, et qui, je le pense, mon cher Greg, malheureusement, va ne faire que descendre dans le classement. Vous allez me dire, c'est tout à fait normal. Mais voilà, c'est quand même triste. Et un petit mot sur Madame Web, qui est sorti en version digitale. Donc du côté de Sony, on estime que la carrière ciné de Madame Web est terminée. Et ça s'arrête à 97 millions de dollars au box-office mondial. J'ai bien dit mondial. Donc c'est un énorme flop pour le film avec Dakota Johnson. Sachez quand même qu'il est très très loin d'être rentable, puisqu'il a coûté 80 millions hors promo. Donc il va faire perdre un paquet de pépettes à Sony, qui d'ailleurs n'a pas hésité à dire que Dakota Johnson avait tiré dans le pied du film lors de la promo, en étant pas sérieuse, en faisant des déclarations un peu étonnantes. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais Sony a réagi en disant que franchement, elle avait abusé, quoi. Voilà mon cher Greg pour le point pognon de la semaine. À toi, quelle est ta première news ? Et du coup, eh bien, la news, ma news de la semaine, c'est un double effet qui se coule. La première, c'est que vous savez, je vous en parle parce que j'adore suivre ça. Il y a un combat de titans chez Disney qui va gagner. Est-ce que Bob Iger va être viré ? Est-ce que ce sont les mutins qui vont réussir à renverser le bounty ? Et ben, en fait, donc Disney là, donc est dans une pleine guerre pour savoir qui va reprendre le contrôle de la société. Et Bob Iger, qui a eu un rapport de 130 pages que du coup ses opposants ont fait sortir pour dire qu'il gérait mal la société, eh bien là, il a des alliés de choc. À ton avis,
quand on a un problème et qu'on est le boss de Disney, qui est-ce qu'on appelle en actionnaire? Parce que si je te dis toute la planète, c'est simple, tu vas me dire Chuck Norris, il va péter la bouche à tout le monde, c'est réglé. Si c'est pas Chuck Norris, si c'est un actionnaire de Disney, qui pourrait être le plus gros support? Alors, les enfants de Disney, c'était il y a 2 semaines, là, qui pourrait être le plus gros support de Bob Iger à aujourd'hui? James Cameron. George Lucas. Eh bien, George Lucas. George Lucas, qu'on a peu entendu, ou qui a dit qu'il ne prendrait pas position sur la nouvelle postologie de l'ère du coup Bob Iger. Il a dit que c'était absolument pas dans son intérêt en tant qu'actionnaire de Disney, de dire du mal de Disney, que c'était impossible. Il avait même sous-entendu, on avait compris un sous-entendu que il avait les gens qui avaient repris du coup Lucasfilm n'étaient plus là pour écouter ses idées, donc il a préféré se dire je coupe tout lien. Et ben ce George Lucas, qu'on pensait être vraiment l'homme un peu dépité, c'était un petit peu ça le narratif qu'il y avait, dépité, et du coup qui s'éloignait de Disney, de la postologie, en tout cas c'est ce que beaucoup de fans disaient. Eh bien ce George Lucas vient prendre la défense de Bob Iger. Et alors je vais vous lire la traduction de ce qu'il dit parce que c'est vraiment priceless. Créer la magie n'est pas pour les amateurs. Quand j'ai vendu Lucasfilm il y a un peu plus de 10 ans, j'étais ravi de devenir actionnaire de Disney en raison de mon admiration de longue date pour sa marque emblématique et du leadership de Bob Iger. Il dit « Lorsque Bob est récemment revenu dans l'entreprise pendant une période difficile, j'ai été soulagé. Personne ne connaît mieux Disney. Je reste un actionnaire important parce que j'ai pleinement confiance dans le pouvoir de Disney et dans l'expérience de Bob en matière de création de valeur à long terme. J'ai voté pour toutes mes actions et pour les 12 administrateurs de Disney et j'exhorte les autres actionnaires à faire de même. » Donc, le narratif de dire que George Lucas ne valide pas la postologie et s'est effondré. La personne qui a fait la postologie, il le soutient en disant que c'est un super créateur de contenu. Voilà. Mais il y avait peut-être un petit astérix où il valide pas la postologie quand même. Il a pas dit, on est d'accord que là, j'ai pas lu une phrase qui disait George Lucas, je trouve que la postologie, c'est mieux que 4, 5, 6. Oui. C'est pas du tout ce que j'ai lu. Hein. Ne me mets pas et c'est peut-être aussi son portefeuille qui parle, tu penses pas? Mais le truc, c'est que par contre, très concrètement, c'est définitivement un vrai soutien qu'il apporte à la personne qui a validé, orchestré du coup cette postologie. Parce qu'on parle tout le temps de Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy, c'est l'arbin de Bob Iger. Et on rappelle que Bob Iger avait déclaré publiquement qu'il aimait beaucoup la postologie et notamment le personnage de Rey, que c'est lui qui appuyait le projet sur un nouveau film avec Daisy Ridley. Donc lui valide complètement. C'était d'ailleurs, il avait éteint le début de feu autour de la décanonisation de la postologie, dont des êtres machiavéliques comme moi par exemple espéraient que cela arrive un jour. Et ben non. Et Bob soutient la postologie et donc George Lucas soutient Bob Iger. Donc voilà mon cher Greg. En effet, soutien de taille. Je pense que le game sera définitivement gagné par Bob Iger quand James Cameron lui dira qu'il a tout son soutien. Je pense que là les actionnaires vont arrêter. Parce que James quand même c'est celui qui rapporte le plus de pépettes à la maison, en tout cas au cinéma. Moi mon cher Greg, ma news majeure de la semaine, c'est les Oscars 2024 et plein de choses à dire. J'espère que tu es bien assis. Je vais faire super vite pour pas t'endormir, pour pas t'assommer, parce que j'ai vraiment plein de choses à dire. Ce serait cool que cette semaine ce soit pas le cas, je ne te le cache pas. Ouais, en effet, je comprends. J'ai trouvé ces Oscars 2024 vraiment cool. Il y a eu plein de choses. Il y a eu Kimmel qui a allumé Trump en live. Il y a eu le discours poignant de Jonathan Glazer
qui a été primé pour la zone d'intérêt. On a eu Ryan Gosling qui a interprété I'm Just a Ken sur la scène. On a eu bien évidemment le passage avec John Cena qui, ça j'ai trouvé ça très drôle, qui arrive à poil pour remettre l'Oscar du meilleur costume. Al Pacino qui avait l'air complètement perdu quand il donne le meilleur Oscar. L'Oscar du meilleur film, je vais y arriver. Le triomphe d'Oppenheimer. Il y a eu le tacle de Jimmy Kimmel à Gérard Depardieu. Enfin, il y a eu plein de choses. Et je vais te dire rapidement, mon cher Greg, le palmarès. Oppenheimer donc est le grand gagnant de ces Oscars. Il a remporté 7 Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur pour Christopher Nolan. Meilleur acteur pour Cillian Murphy, meilleur second rôle masculin pour Robert Downey Jr. qui revient de loin, Robert Downey Jr. Et je dis pas ça parce qu'il a joué dans Ally McBeal, il était excellent dans Ally McBeal. Ça récompense, je trouve, ce qu'il disait au moment de la promo d'Oppenheimer, où il disait qu'il était content de jouer dans Oppenheimer parce qu'il en avait marre de jouer dans des films comme, on le comprenait, comme des films comme les films Marvel ou Disney d'ailleurs, parce qu'il avait joué dans ça pourrait être Dr. Dolittle aussi, c'est pas forcé qu'il ait dit Iron Man c'était naze. Oui, c'est tout à fait. Faire attention aux sous-entendus quand même. Oui, non mais c'est bien pour ça que j'ai dit Doolittle aussi. Mon cher Greg, les 7 Oscars d'Oppenheimer, ça fait de lui un des films qui a gagné le plus d'Oscars. Pas le premier, les premiers sont à 11 Oscars. Mais par contre, Oppenheimer est 3e, mon cher Greg, dans le classement des films qui a eu l'Oscar du meilleur film. Et par rapport aux recettes en box-office. C'est-à-dire qu'il n'y a que Titanic et Le Retour du Roi qui ont eu l'Oscar du meilleur film et qui ont rapporté plus d'argent au box-office qu'Oppenheimer. Donc grosse perf quand même. À noter que le compositeur du film, Ludwig Göransson, a eu donc l'Oscar de la meilleure BO et que c'est déjà son 2e Oscar de meilleure BO après celle de Black Panther. Donc il est jeune et il fait très très bien son travail. Du côté des autres prix, puisque je disais personne qui a eu 2 Oscars, Emma Stone à 35 ans a déjà eu son 2e Oscar de meilleure actrice pour Poor Things, où elle est exceptionnelle, il faut le reconnaître. Et c'est pas volé, parce que dans La La Land, elle était brillante aussi. Elle a eu donc cet Oscar-là. J'enchaîne avec comme ça des petites infos sur ces Oscars. Billie Eilish, la chanteuse, est devenue la première femme à réaliser le triplé Oscar, Grammy, Golden Globes pour un film, et elle l'a fait 2 fois. Donc la première fois, j'ai dû aller m'enseigner, je ne savais pas pour lequel elle l'avait fait la première fois, c'était pour le James Bond, No Time to Die, et là elle le fait donc pour Barbie, donc félicitations à elle, elle n'a que 22 ans, donc elle accumule les trophées. Robert Downey Jr., je disais, est oscarisé donc en second rôle dans le film de Nolan. Il rejoint Heath Ledger dans la catégorie des second rôle qui ont gagné un Oscar dans un film de Christopher Nolan. Je me permets de dire que Billie Eilish est quelque part un peu sur les traces d'être la remplaçante de John Williams. Je suis pas sûr du tout. Hans Zimmer déjà dit oh là là, je me sens poussé du haut du ravin par la jeune nouvelle vague. C'est pour ça, mais elle compose pas les musiques, elle c'est une chanteuse. Mais après, c'est une chanteuse à succès. Mais d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'Alzheimer a annoncé qu'il arrêterait pas sa carrière et qu'il le ferait jamais. Enfin, en tout cas, de son vivant, il l'a dit. Là, je reviens. Mais pareil, il a dit qu'il voulait pas mourir. C'est un deuxième annonce choc. C'est très juste aussi. Le truc, c'est que je rajoute un truc, c'est qu'il y a eu que 3 films cette année qui ont gagné plus d'un Oscar. Il y a Oppenheimer 7, Poor Things 4 et La Zone d'intérêt qui en a eu 2. Donc ça fait relativement peu de films qui accumulent les statuettes. Il y a des films qui n'en ont pas du tout gagné. Il y a Maestro de Bradley Cooper qui n'en a pas eu, Past Lives qui n'en a pas eu du tout, qui est le film qui m'a le plus touché en 2023, mais c'est pas grave s'il n'en a pas eu, il était nominé, donc c'est déjà important. Across the Spider-Verse n'en a pas eu. Killers of the Flower Moon avait 10 nominations, il n'en a pas eu du tout. Et quel film de Scorsese a également eu 10 nominations et rien?
ben, il y en a eu 2 avant celui-là, mon cher Greg, donc il est un peu poissard, le Scorsese. C'est Irishman qui en avait eu 10 et Gangs of New York également. Et il n'avait rien eu du tout. Je vous ai dit qu'Across the Spider-Verse avait perdu l'Oscar du meilleur film d'animation qu'il a eu, c'est Le Garçon et le Héron de Miyazaki. Bon, pour moi, il n'y a pas scandale, sauf que visiblement, ça a embêté Shamek Moore, qui double Miles Morales et qui a dit qu'il s'était fait voler donc l'Oscar avant d'effacer son tweet et d'ailleurs de s'excuser. Et il a dit, il s'est excusé et le réalisateur Chris Miller a dit quitte à perdre l'Oscar autant que ce soit contre le GOAT, donc Miyazaki. Donc voilà. Et un truc intéressant à noter, Godzilla Minus One est le premier film Godzilla à avoir un Oscar dans toute l'histoire. Alors pour ceux qui sont étonnés, Godzilla 2, le roi des monstres, n'a pas eu d'Oscar. Voilà, ça, quel vol! Très ironique. Ouais, très ironique. Et non mais c'était une honte, enfin vraiment. Et quand on pense que Pacific Rim 2, pour des raisons politiques, n'a pas eu d'Oscar du meilleur scénario, c'est vraiment honteux. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et sache que Wes Anderson a eu son premier Oscar cette année dans un court métrage. Et alors déjà sur le cul, parce que Wes Anderson quand même. Et le truc, c'est que dans son discours, il a remercié l'acteur Owen Wilson. Et il a dit qu'Owen Wilson avait changé sa vie. Que c'était sa rencontre avec Owen Wilson qui avait changé absolument tout. Voilà, je vais regarder si j'ai pas oublié des trucs quand même avant de te redonner la main. J'ai d'autres anecdotes sur les Oscars après. Je vais quand même vous dire que Anatomie d'une chute, le film français de Justine Triet et de Justine Triet, mais a eu l'Oscar du meilleur scénario et il est écrit par Justine Triet et Arthur Harari. Et on a su dans la soirée que Steven Spielberg voulait travailler avec eux et leur a demandé apparemment de faire un scénario. Donc ça c'est quand même la classe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La zone d'intérêt a eu meilleur son et meilleur film en langue étrangère. Et c'est amplement mérité. Allez voir ce film, c'est un film atrocement... Enfin, c'est un chef-d'œuvre atroce et une expérience sensorielle extrêmement marquante. Jonathan Glazer a encore fait très très fort, c'était le réalisateur en Under the Skin avec Scarlett Johansson. Voilà, à peu près, mon cher Greg. Si j'ai oublié des choses, je le regrette. Mais ces Oscars, je les ai trouvés, moi, très chouettes. Et ils ont conclu, je trouve, une année 2023 ciné excellente. Bah écoute, merci pour ce point concis que nous avons tous apprécié. Moi, je vais me permettre de je fais un petit pas de côté. Certains diraient que je fais un step back. Et oui, step back, c'est pas de côté, mais vous aurez la ref. C'est parce que c'est un podcast. Alors, je me permets d'en parler dans les news ciné-séries. Il y a un nouveau podcast qui a été annoncé et qui a commencé, le premier épisode est sorti. Pour tous ceux qui parlent en anglais, c'est un podcast hyper important pour le basket. C'est le premier podcast de JJ Redick, qui a déjà plusieurs émissions américaines, qui était un ancien joueur, et LeBron James. Ils ont déjà enregistré les 2 premiers. Le premier épisode est en ligne. Ça s'appelle Mind the Game. Voilà, c'est sur YouTube, gratos évidemment. Si vous aimez le basket, je pense que ça va être forcément à suivre. Et ils ont dit qu'ils ne parleraient pas que de NBA, mais ils parleraient aussi de du coup la ligue universitaire, de basket féminin, de la FIBA. Donc ils essaieraient de parler de vraiment de tout ce qui est basket. Je trouve ça hyper chouette. Deuxième petit truc, c'est est-ce que tu te souviens de la petite boutique des horreurs qui était une série d'il y a de moultes années? Elle a fermé, non? Et elle a déposé de bilan, hein, comme les autres. Amazon l'a tué, comme toutes les autres petites boutiques de proximité. Et je sais pas pourquoi j'ai dit que c'est une série, c'était un film. Et le truc, c'est qu'il va y avoir un reboot qui va apparaître. Et je sais que c'est un film qui est considéré comme culte par beaucoup. Il y avait beaucoup d'effets
notamment les plantes carnivores, si ça vous parle, qui étaient très marquants pour l'époque. J'enchaîne avec une troisième news. C'est Paramount qui est toujours qui perd de l'argent. Son service de streaming Paramount Plus continue de grimper en nombre d'abonnés. Il y a le tiers payant qui va apparaître sur le territoire nord-américain et tiers publicitaire, excusez-moi, tiers publicitaire qui va apparaître sur le territoire nord-américain. Et le truc, c'est que il y a donc Paramount. Qu'est-ce qui se passe quand tu perds des brousoufs? Quand t'as pas assez de sous pour te payer les pâtes de fin de mois, eh bien c'est très simple, tu fais un vide-grenier. Et eux ils font pareil, ils ont juste vendu pour 517 millions d'actions des actions de Viacom pour avoir un petit peu de cash et continuer de ne pas faire banqueroute. Voilà mon cher Kerr. Et ben je repars sur les Oscars, mon cher Greg, et pour parler de Steven Spielberg, qui à l'occasion de la cérémonie 2024 a parlé d'un film qui t'est cher, c'est The Dark Knight. Alors vous savez peut-être que Steven Spielberg, il a pondu énormément de blockbusters, donc lui il défend farouchement les blockbusters et leur présence aux Oscars. Il a dit lors de cette cérémonie qu'il était ravi de voir que Avatar 2 et Top Gun Maverick avaient été nommés dans la catégorie meilleur film. Et il dit que il y a quelques années, selon lui, The Dark Knight aurait largement mérité sa place dans les nominations de meilleur film, ce qui n'avait pas été le cas. The Dark Knight avait eu 8 nominations aux Oscars, mais pas meilleur film. Nolan n'avait pas eu de nomination pour meilleur réalisateur, et le film avait eu un Oscar donc pour Heath Ledger. Et là, Spielberg donc défend véritablement le côté blockbuster présent dans les Oscars, et du coup il réhabilite, je pense, à sa manière, The Dark Knight, qui selon lui aurait dû être donc aux Oscars. Voilà. Et du coup, mon cher Kerr, eh bien, je vais également enquiller avec une petite remarque super-héroïque. Alors, je vais passer très rapidement. Le premier, c'est Agatha, House of Darkness, avec Agatha, Covens of Chaos, Agatha, Darkhold Diaries, Agatha tout court. Des 4, lequel, crois-tu, est le vrai nom de cette prochaine série du MCU sur Disney+. S'ils veulent la vendre, et là, il faut simplifier au maximum, il faut l'appeler Agatha. Eh bien, les 4. Eh oui, les 4 ont été un nom. C'est juste que la série n'arrête pas de changer de nom. Donc, la vraie question, là, c'est quel est le dernier nom? Et le dernier nom, c'est le Darkhold Diaries. Et c'est censé attirer notre oreille experte du MCU. Oui, puisque le Darkhold, eh bien, on se souvient que dans Doctor Strange Multiverse of Madness, eh bien, la Scarlet Witch détruit le Darkhold, donc ce livre qui lui empoisonne l'esprit, dans toutes les parties du multivers. Et ouais, donc comment est-ce que Agatha, Darkhold Diaries, c'est le mystère, il est total. Bref, cette série personnellement ne me hype pas du tout. Est-ce que toi, tu es chaud bouillant? Je m'en fous, mais complètement. C'est incroyable. Ils ont validé une série dont je ne sais pas qui est intéressé par cette série. Je serais plus intéressé par une série Ironheart mais enfin vraiment, il y a plein de trucs, mais le MCU, je ne comprends pas. Et alors, petite anecdote rigolote, donc tu sais que je joue à Marvel Snap, le jeu de cartes, et la carte d'Agatha est littéralement la carte que personne ne joue. Parce que c'est une carte, quand tu l'as dans ta main, elle joue à ta place. Et comme l'IA du jeu est particulièrement mauvaise, tu ne joues jamais Agatha, parce que tu ne veux jamais que l'IA du jeu joue à ta place. Donc ils ont trollé jusqu'au bout le truc. Allez. T'as encore une news Oui, bien sûr. Et du coup, la news que je vais enchaîner par une deuxième news, c'est toujours du côté... Alors ça, je sais que ça t'intéresse beaucoup, c'est Peacemaker saison 2. Le tournage va commencer du coup cet été. Et James Gunn prend une question qu'on ne lui pose pas en disant mais ça veut dire que le tournage de Peacemaker va être en même temps que Superman. Et il s'auto-répond à cette question, ce que je trouve pas mal. Et il dit vous inquiétez pas, les deux sont bien en même temps, mais j'ai écrit tous les épisodes de Peacemaker, donc c'est sûr ça va être super. Voilà, donc soyez inquiets ou pas. Et il a dit un autre truc sur Peacemaker. Tu voulais peut-être le dire, non? Le fait que sur Waller, ça aura bien lieu, c'est ça? Non, c'est qu'il a dit que la saison 1 n'était pas canonique.
Et ça, c'est quand même cocasse, puisqu'en fait, il explique que le nouvel univers d'ici commence avec Superman Legacy. Donc, du coup, la saison 1 n'est pas canonique et la saison 2 le sera. Quel beau merdier, comme on dit dans le métier. Et du coup, le truc, c'est que maintenant, pour parler de quelque chose qui, moi, me plaît plus, j'ai parlé de Agatha pour Care, j'ai parlé de Peacemaker pour Care, et bien maintenant, j'ai parlé de Batman pour moi, Batman Part 2, donc le film avec Robert Pattinson. Robert Pattinson, le film est reporté à 2026. Et ouais. Entre les grèves, entre le tournage qui a été compliqué, tout ça, eh bien, il décide de le reporter au 2 octobre 2026. C'est dommage parce que, franchement, ça fait longtemps entre les deux films. Et c'est vrai qu'il m'avait vraiment beaucoup plu, The Batman. Et du coup, 2 ans, c'est hyper long, quoi. Vraiment hyper, hyper long. Donc, écoute. Ça te fait pas réagir? Tu réagis beaucoup plus sur Agatha? T'as carrément des anecdotes personnelles sur... Non, honnêtement, le report de The Batman, c'est dommage, mais je veux dire, il y aura d'autres choses qui sortiront d'ici là. Les reports, je me prends plus la tête avec ça. Moi, j'ai pas mal de news Marvel, hein, mon cher Greg, si tu veux que je t'enchaîne. Eh bien, enchaîne les news. Avec une mauvaise nouvelle. Apparemment, alors c'est pas confirmé là, ça fait partie des très très grosses rumeurs, mais je ne pense pas que du côté de Disney on va réellement un jour le confirmer. Mais le Eternals 2 est visiblement annulé. Kevin Feige était partant, mais Bob Iger, dont tu as longuement parlé Greg au début de la vidéo, et Bob Iger il a dit mon gars, on arrête de prendre des risques inutiles. Et donc du coup il a cut le projet Eternals 2. C'est pas le seul projet qui apparemment aurait sauté. Il y aurait également Captain Marvel 3 qui aurait sauté et Ant-Man 4. Alors après l'échec de The Marvels et de Quantumania on peut comprendre, mais Eternals 2 c'est un vrai gâchis parce que la réalisatrice Chloé Zhao était d'accord pour repartir, que il y avait vraiment des personnages et c'était plus original. Enfin moi je sais que tu partages mon avis mon cher Greg, c'est depuis Endgame vraiment le film du MCU qui était au-dessus du lot. Donc c'est particulièrement dommage que ce soit annulé. Là, plein de petites news Marvel en mitraillage. Je vous fais très vite. Le prochain Venom s'appellera The Last Dance, qui est, alors quand on connaît la qualité de Venom et qu'on sait que The Last Dance est une référence à Michael Jordan, je trouve que c'est osé de faire ça. Mais The Last Dance sera le nom donc du dernier Venom. Pourquoi dernier? Parce que c'est le dernier avec Tom Hardy. Du côté de Sony, on a annoncé qu'il n'y aurait pas de Venom 4. Pourquoi tu me fais ça? La soirée se passait tellement bien. Tu m'annonces une horreur. Il va y avoir un troisième film. Non, excusez-moi, Acteur Studio, hein, c'est les Oscars, ça donne des ailes. Il n'y aura pas de Venom 4. Par contre, rassure-toi, mon cher Greg, Tom Hardy pourra revenir en Venom dans les autres films Sony. Donc, du coup, mauvaise nouvelle, il y a d'autres films Sony qui sont prévus autour de ces personnages-là. On rappelle l'univers de Spider-Man sans Spider-Man. Aussi, apparemment, Kevin Feige serait plutôt chaud pour que Venom intègre le casting de Secret Wars. Et alors, Secret Wars, parlons-en. Qui est donc pas le prochain Avengers, mais le prochain. Enfin, il y a Kang Dynasty et après il y aura Secret Wars. Et on avait dit que là, avec le départ de Jonathan Majors viré qui jouait Kang, il y avait la possibilité que Kang ne soit plus le méchant et que pour Marvel, c'était l'opportunité d'annuler des projets qui avaient été des échecs pour essayer de partir sur quelque chose d'un peu plus solide. Et bien visiblement, c'est pas le cas puisque Kang serait toujours le méchant envisagé de Kang Dynasty. Donc qui ne s'appelle plus Kang Dynasty, et de Secret Wars. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Sydney Sweeney, qui joue actuellement dans Madame Web, a annoncé qu'elle était d'accord pour reprendre son rôle, mais uniquement si elle partage l'affiche avec Zendaya. Donc Sydney Sweeney joue une des Wonder Woman dans Madame Web, et elle pourrait très bien être connectée avec le personnage de MJ joué par Zendaya dans Spider-Man. Pourquoi est-ce qu'elle veut jouer avec Zendaya? Elles sont amies et elles travaillent ensemble notamment sur la série Euphoria. Autre news que j'ai trouvé dingue, le Ghost Rider du MCU, parce que Ghost Rider va arriver dans le MCU, mon cher Greg, et ben c'est pas le même que le Ghost Rider d'Agent of S.H.I.E.L.D., alors qu'Agent of S.H.I.E.L.D. est plus ou moins canonique dans le MCU. Donc
Bon, voilà. Plus ou moins pas, quoi, chelou. en vrai. Puisqu'ils avaient eux-mêmes dit que c'était déconnecté, mais bon. Oui, mais enfin, ça reste chelou. Au moment où on vous parle, vous avez peut-être regardé les premiers épisodes de X-Men 97. Sachez qu'il y a déjà 3 saisons de commandées pour la série animée. Donc ça, c'est cool. Et sachez aussi, enfin, si la série est bonne, hein, si elle est mauvaise, tant pis, il y aura 3 saisons. Et sachez aussi que le projet de Nova, donc Nova est un des super-héros de Marvel qu'on n'a pas encore eu à l'écran, et ben il revient. Et donc c'est Brad Winderborn, qui est le mec qui gère tout ce qui est Marvel Studios au niveau télé. Et il a dit que le projet était au début de son développement dans le MCU. Si c'est lui qui en parle, pour moi, ça veut dire que ça va être une série, un projet Nova. Ça m'en fout un peu. Et sache, dernière news, que du côté de X-Men, on envisage Mr. Sinister comme grand méchant du premier film X-Men. Donc les X-Men qui seront intégrés au MCU. Et sache, mon chagrin, que Giancarlo Esposito, qui jouait donc dans Breaking Bad, hein, Gus Fring notamment, mais qui jouait aussi Moff Gideon dans The Mandalorian, il a dit que lui, il aimerait bien être le Professeur X et que Denzel Washington pourrait faire un super Magneto. Donc voilà, pourquoi pas, je trouve. Pourquoi pas. À toi, mon cher Greg. Le truc, c'est que l'annonce que je veux ajouter sur ce que tu as dit sur X-Men 97, là, au moment où on parle, ce n'est pas encore sorti. Au moment où vous verrez cette vidéo, X-Men 97 sera déjà sorti. Et pourtant, il y a une différence majeure entre tout de suite et maintenant, outre le fait que la série sera sortie, c'est que le créateur, un des co-créateurs de la série, j'ai vu ça, est déjà viré. Oui. Et il y a un truc louche derrière parce qu'on n'en connaît pas la raison. Alors, il y a des rumeurs, visiblement, qui sont évoquées sur le fait qu'il aurait un compte OnlyFans qui ne plairait pas, du coup, à Disney. Alors, c'est une rumeur que j'ai vue très insistante. Mais c'est un peu ballot. C'est un peu ballot, qu'ils aient perdu le créateur avant même de sortir. Donc ça veut dire que si c'est bien, bah du coup les gens vont être dégoûtés, et si c'est mal, du coup les gens vont dire pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait. On enquille Suicide Squad Isekai, l'autre monde de Suicide Squad. Vous en souvenez, on avait fait parler une news il y a quelques temps. C'est une série d'animation qui est fait par évidemment Warner, hein, puisque c'est l'équipe de Suicide Squad, mais aussi avec le studio Wilt qui a fait entre autres du coup l'Attaque des Titans et Vinland Saga. Eh bien, a un nouveau trailer, donc ce dessin animé assez dingue pour l'instant sur ce qu'on peut en voir, moi me donne hyper envie. Donc Suicide Squad Isekai, ça a l'air d'être vraiment mortel. Autre petite annonce pour ceux qui sont des fans de Pedro Almodovar, normalement aux alentours du 12 avril sur Netflix sort le court-métrage avec du coup Pedro Pascal et Ethan Hawke qui jouent deux cow-boys, un court-métrage donc de 31 minutes qui du coup présente donc Pedro Pascal et du coup Ethan Hawke en vieux cow-boy qui avaient une relation intime entre les deux il y a de nombreuses années, et là les liens de l'amour vont les ramener ensemble. Et tu dis que c'est un long métrage simplement parce qu'il y a un autre court métrage qui est dans la Pedro Almodovar expérience. Mais du coup, celui avec Pedro Pascal ne dure que 31 minutes. Et, il est partout, Pedro Pascal. Je suis sidéré de le voir dans autant de projets. Et là, alors il y en a qui se sont plaints quand il a été mis sur Fantastic Four, etc. Mais moi, je trouve pas. Pour moi, il n'y a pas d'overdose. Mais alors, par contre, je suis sidéré de voir que même s'il a signé sur Fantastic Four, il continue d'être annoncé sur de nouveaux projets et tout. Parfois des petits rôles. Là, par exemple, il est sur Drive Away Dolls, il a un petit rôle. Mais il enchaîne les films, quoi. C'est un truc de dingue. J'enquille par deux petites choses. La première, c'est qu'on a les premières images de The Engineer, l'ingénieur, un des personnages du prochain film de Superman, donc, qui a quelques images de tournage.
Et pour l'instant, ça fait pas rêver. Ça fait vraiment film, les costumes, le truc. On a vraiment la sensation d'être dans les films d'ici voilà, très récents, Blue Beetle et autres, qui font pas rêver. Donc, du coup, ce reboot James Gunn. C'est la grande méchante apparemment du film. C'est la grande méchante apparemment. Et le film va être tourné entièrement en IMAX comme Dune. Est-ce que ça veut dire que de facto il est aussi bon que Dune? Non, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il y aura autant de sable. Et ça veut pas dire qu'il sera moins bien, on ne sait pas. Mais oui. Voilà, puisque je suis sur DC, je vous le dis, les Teen Titans auront un film en live action, ça a été confirmé par DC Studios il y a quelques jours à Hollywood Reporter. Donc franchement, Teen Titans, quand on regarde ce qu'ils ont fait avec Young Justice, ce qui était exceptionnel en dessin animé il y a quelques temps. Franchement, écoutez, pourquoi pas, hein. Il y a vraiment du lourd au niveau des histoires. C'est pas les mêmes équipes, hein. Young Justice et Teen Titans. Je fais le parallèle pour dire de prendre les sidekicks des héros. Il y a moyen de faire des histoires qui sont particulièrement intéressantes. Et c'est différent de la série Titans aussi qui était, qui a été notamment diffusée complètement sur dans le scie. Tu fais bien de le dire parce qu'il y a des épisodes qui sont exceptionnels. Ouais. Je pense notamment aux épisodes. Je pense que tu penses à la même chose, épisodes sur Dove et Hawk, qui étaient complètement fous. On avait des épisodes, on avait l'impression d'avoir que c'était HBO Max qui avait mis toute la patate pour faire quelque chose de très écrit, et le reste parfois au milieu de saisons qui était plus que passable. Et la série se termine, mais alors c'est une catastrophe absolue, hein. La dernière saison, c'est une purge. Furiosa a un nouveau trailer. Je sais que Kerr est fan des trailers, donc du coup je suppose que tu vas avoir envie d'aller le voir. N'importe quoi. J'adore Mad Max Fury Road comme toi. Et puisque tu es fan des trailers, j'en ai un autre pour toi. Eh bien, c'est Rebel Moon Part 2 qui a un trailer. Je sais que ça va te faire rêver les papilles, et du coup n'hésitez pas à aller le voir si vous n'avez pas encore vu. Tu as des news, mon cher Kerr, ou je continue? Ouais. Je vais finir mes news en tout cas, avec une rumeur qui est peut-être une officialisation au moment où vous regardez cette vidéo. Mais Aaron Taylor Johnson, selon le média anglais The Sun, alors qui est toujours à prendre avec des méga grosses pincettes, se serait vu plus qu'offrir le rôle de James Bond, puisqu'il serait en train de signer apparemment. Donc Aaron Taylor Johnson, c'est qui? C'est le héros de Kick-Ass. C'est l'acteur qu'on avait vu aussi jouer Pietro Maximoff, Vif Argent dans les Avengers, qui était le héros de Godzilla en 2014, qu'on a vu dans le film The Wall, plus récemment qu'on a vu dans Bullet Train, et qu'on verra cet été dans The Fall Guy. Donc moi je n'ai pas trop d'avis. Là, au moment où on vous parle, ça enflamme un peu Twitter, cette rumeur balancée par The Sun. Bon, on attend une officialisation. Truc qui est officiel cette fois, c'est que le 11 avril, il y a la saison 1 de Fallout qui sort sur Prime Video. Et ils la sortent en intégralité, mon cher Greg. Et là, c'est étonnant parce que Prime sortait ces séries d'épisodes au niveau hebdomadaire. Là, c'est toute la saison qui sort d'un coup. Et il y a une raison à ça. C'est que 2 jours avant, ils vous mettent de la pub dans votre abonnement. Alors, ils se sont peut-être dit, on va leur donner Fallout entièrement le 11 pour faire passer la pilule de l'arrivée de la publicité sur Prime Video. Pourquoi pas? Il y a quand même peu de chances que ça fasse passer la pilule, hein. Donc, on rappelle... pub sur Prime Video, et si vous voulez les retirer, il faut payer 2 € par mois. Et la série Fallout, qui a l'air vraiment cool, est créée par Lisa Joy et Jonathan Nolan, qui étaient derrière Westworld. Énorme carton sur Disney Plus pour Shogun. Et sachez que la saison 2 ne devrait jamais exister, puisque ces créateurs n'en veulent pas. Ils ont dit qu'ils avaient fait ce qu'ils devaient faire sur Shogun et que la série ne devait pas avoir de saison 2. Alors on verra, bien évidemment... la magie du dollar peut faire changer bien des avis. Et sachez également que le héros de la série, l'acteur principal, Hiroyuki Sanada, a révélé qu'il avait fait l'intégralité des cascades, que ce soit notamment dans le combat à pied ou
à cheval. Donc félicitations à lui. Voilà, j'avais envie de terminer sur Shogun, mon cher Greg. Est-ce que tu as d'autres news? Beaucoup, mon cher Pierre, vraiment. Ah, attends, j'avais une dernière. Bah, je la garde pour la fin. Tiens. Ah non, j'en ai encore deux. Tiens. Allez, vas-y. Oui, je t'en prie. Vas-y. Pour ne pas faire un tunnel trop long et soporifique pour tout le monde. Du coup, je vais essayer d'aller très vite. Le premier, c'est TikTok qui est dans la mélasse, puisque toujours des problèmes de droit, et notamment des problèmes de droit avec Universal autour de la musique et de la rémunération de ces artistes. Ne soyez pas surpris si du coup sur TikTok, il commence à y avoir de plus en plus de choses qui sont censurées, bipées, coupées, disparaissent, puisque s'ils utilisent de la musique Universal et de toutes les autres structures que représente Universal, et bien du coup, il serait kill. Petite mention, on sait, il y a le trailer de The Acolyte qui est sorti. On va vous faire une vidéo pour vous en parler, car a préparé tout un dossier. C'est très simple, il est tout simplement allé dans une galaxie très 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 lointaine pour vous préparer un petit peu tout ça. Un élément important, car vous parlez de Madame Web et de son box-office catastrophique, moins de 100 millions de dollars worldwide au moment où on parle, donc c'est la cata. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils nous ont sorti le gag reel de 10 minutes et blooper du tournage. Donc vraiment, ils se sont dit, bon, les gens ne sont pas allés voir le film, on va leur mettre gratuit, du coup, le meilleur truc du film, qui est donc le moment où les acteurs savonnent sur les mots. Qu'est-ce que c'est vraiment génial. Et je pense qu'ils se sont dit qu'ils allaient sans doute sauver le film grâce à ça. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle un ovni. Tu te souviens de ce film, mon cher Kerr, qui était censé être avec Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman. Oui, Rogue Squadron. Elle devait effectivement du coup produire, écrire... Réaliser, un film autour du Rogue Squadron, donc un escadron de pilotes X-Wing. Eh bien, surprise, ce film qui a été annulé, elle en parle en disant qu'il est de nouveau en train d'avancer en développement. Et elle a reconfirmé à l'occasion de ça, mon cher Greg, que Wonder Woman, pour elle, c'était terminé, que du côté de DC, ne s'intéressait plus au personnage pour l'instant. Donc, confirmation que pour elle, Gal Gadot, c'est terminé. Incroyable. Christopher Walken qui pendant les Quel acting, mais vraiment magnifique. Non, vraiment, je trouve que c'est incroyable. Attends, Wonder Woman Gal Gadot en Wonder Woman est quand même un personnage apprécié. Le problème, oui, mais c'est Wonder que Woman les derniers films 1984 a été un énorme échec. Tout à fait. Ok, c'était pendant la période Covid, mais ça a surtout été un énorme échec critique. Et puisque avant de parler de Christopher Walken, du coup, Bob Iger, puisqu'on en parlait tout à l'heure, a répondu à des interviews et continue de dire que ils vont nous présenter un programme vraiment sur le MCU, que pour lui, ce n'est pas une fatigue des spectateurs des IP. Alors évidemment, il parle aux actionnaires quand il dit ça, parce que c'est dire, en fait, les IP, c'est ce qui valorise la boîte. Hein. C'est l'argent qui dort à la banque et qui fait des bénéfices, des intérêts tous les ans. Et en fait, le truc, c'est qu'ils disent que c'est pas une fatigue, c'est pas le problème des IP, c'est le problème de la qualité, et que du coup, les gens vont voir des films quand ce sont des bons films. Ils prenaient l'exemple de Oppenheimer en disant, quand il y a un bon film comme Oppenheimer, les gens ils vont en salle. Et donc il explique qu'ils ont refait un point sur l'équipe, ce qui sous-entend que l'équipe du dirigeant du MCU a été remaniée. On le sait, ça a été remanié cet été, que les films en préparation sont remaniés et séries, et que du coup il y en aurait moins. Donc ce qui veut dire qu'il faut vraiment s'attendre. Il y a potentiellement d'autres films et séries qui ont déjà été annoncés, qui vont sans doute être cutés. J'enchaîne. C'est là où c'est très bizarre, parce que tu vois, on est d'accord qu'ils annoncent, il dit ça, derrière, moi tout à l'heure je disais que Eternals 2 sautait, etc. Mais en parallèle, t'as tous ceux qui travaillent sur des séries actuellement, comme Wonder Woman, etc. Ils sont en train de dire que ça avance bien, que le projet va sortir, que tout va bien et tout. Donc c'est quand même un énorme flou, et on en reparlera dans d'autres vidéos du flou dans le MCU, mais c'est costaud.
Je disais Christopher Walken, donc, qui pendant les interviews pour Dune 2 était interviewé sur son passé et tout, et il a sorti une petite pépite, un truc que j'ai trouvé marrant. Est-ce que tu savais qu'il avait été casté, ou en tout cas qu'il avait participé au casting, qui serait une meilleure manière de le formuler, du coup de Star Wars, et il avait postulé, il avait essayé pour Luke Skywalker, caster pour le rôle de Han Solo. Et Han Solo. Han Solo. Et devine avec qui il avait joué pour la princesse Leia. Je l'ai lu, mais j'ai complètement. Je sais plus. Jodie Foster. Jodie Foster. Et là, c'est clair que c'est pas le même Star Wars. C'est quand même énorme. Ah oui. Nouveau boss chez Sony Ciné, Sony Pictures, et pour le coup c'est un changement important potentiellement de paradigme ou d'ambition. C'est l'ancien patron télé qui devient patron de tout. Donc, est-ce que c'est parce que Sony veut produire de plus en plus de séries, de contenu pour les plateformes, et c'est pour ça que c'est lui qui est passé en tête? Est-ce que les films, peut-être de Madame Web, de Morbius, de Craven, ne sont pas les succès que pouvait espérer Sony? La question est entière. Vraiment, on ne sait pas du tout, quoi. On ne sait pas. Donc, fait est que du coup, le gars a dégagé et qu'il a laissé place à un nouveau. On enquille avec une autre news qui va intéresser alors pour le coup, ceux qui sont plutôt du côté des gens qui font des vidéos et qui font du cinéma. Il y a une très très grosse news du côté du hardware du cinéma. Les caméras RED, RED Digital Cinema Camera, qui sont des caméras qui ont révolutionné, vraiment on peut dire, l'industrie, qui étaient des caméras cinéma digital, les premières à prix très abordable. Les caméras cinéma premier prix en digital étaient à 150 000 $ ou des choses comme ça, et les caméras RED sont arrivées à 20 000 $. Elles ont changé l'écosystème. Et une grande partie des clips, des pubs, de ce que vous avez pu voir pendant un certain temps étaient en RED. Il y a des tournages, de longs métrages qui petit à petit sont arrivés en RED. Et RED là a été vendu, et c'est Nikon, donc vous connaissez peut-être pour les appareils photo, qui les a rachetés. Et RED qui, dans cette ère où évidemment il y a eu beaucoup d'avancées technologiques, il y a eu d'autres caméras qui sont commencées à les distancer, les Alexa par exemple. Et le truc, c'est que là, l'arrivée de Nikon, est-ce que c'est pour freiner la marque? Est-ce que c'est au contraire pour un réinvestissement? On verra. Mais ces caméras qui permettent tout simplement de faire des films à plus bas coût, ou de faire des films au même budget qu'avant, mais avec plus d'argent, peut-être dans les acteurs, les effets spéciaux. Vous voyez que je ne parle pas des scénarios, parce qu'au final, c'est jamais les scénarios qui profitent de plus de blé, malheureusement. Et du coup, c'est une news qui va visiblement toucher pas mal de gens. Mais elle a pas de nom. Elle a pas de nom, cette Nicole qui rachète Red. Tu dis là, c'est Nicole, mais c'est qui cette Nicole? Et du coup, news suivante, c'est le Star Tour à Disneyland qui va ajouter 3 attractions, donc si vous vous souvenez les Star Tours, pour ceux qui connaissent, le Star Tour c'est une attraction, vous mettez des lunettes, ils vous font comme si vous étiez dans un vaisseau spatial qui part un peu en cacahuète. Il y avait 2 versions du Star Tour actuellement à ma connaissance, il y en avait une sur la postologie et une sur 456. Et bien là, il va y avoir des nouvelles versions du Star Tour qui vont apparaître. Il y en aura une sur la série Andor, une sur Mandalorian et une sur Ahsoka. Je pense que si tu attends ta petite demi-heure, 3/4 d'heure pour faire Star Tour et qu'on te met l'attraction d'Ahsoka, je pense que tu as le droit d'être triste. Je pense que tu peux vraiment être très très triste, et comme c'était pas déjà une des attractions les plus fréquentées du parc, il y a de fortes chances que du coup il y a encore moins de gens. C'est vraiment Ahsoka, Mandalorian et Andor, tu vois, pourquoi pas. Ahsoka, là je l'ai trouvé dur, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai 2 petites news, mon cher Greg. La première, pour vous dire que le premier ayant été un énorme succès, il y aura un nouveau Super Mario Bros au cinéma. Il est prévu pour le 3 avril 2026 pour l'instant. Il peut être décalé ou avancé. Et c'est toujours Illumination et Nintendo qui sont derrière le film. Illumination. Donc,
Et on aura Yoshi, hein, comme ça a été teasé dans le premier. Et il y a un sondage qui a beaucoup fait parler, mon cher Greg, à travers le monde, qui est un sondage qui a été fait auprès des adultes américains. Est-ce que c'est celui qui dit pain au chocolat ou chocolatine? Non, ça fait un peu moins parler que celui-là, mais il a fait beaucoup parler quand même. Sache, mon cher Greg... C'est quoi le meilleur Final Fantasy? Non, c'est sache que 2/3 des Américains, mon cher Greg, préfèrent regarder des films en streaming dans leur canapé qu'aller les voir au cinéma. Donc voilà. Tu comprends toi ça ou pas? Moi, personnellement, je préfère aller voir des films au cinéma dans mon canapé. Mais le truc, c'est que c'est relou à déménager, quoi. Et à aménager là-bas. C'est qu'une question d'argent. Oui. Après, tu peux faire venir le cinéma dans ton canapé. Ouais, non, là, ça devient... faut un grand canapé, quoi. Mais en tout cas, 2/3 des Américains ne veulent pas... préfèrent les films en streaming. Donc, voilà. Netflix est en train de gagner la guerre, là-bas, par rapport aux films. Et quand on sait la crise que traverse actuellement, et ça fait d'ailleurs un paquet d'années, les salles américaines, eh ben, les choses ne s'arrangent pas. Est-ce que tu as d'autres news, mon cher Greg? Eh bien non, mon cher Kerr, je n'ai pas d'autres news. Et du coup, c'est avec grand plaisir que je vous dis bravo à vous. Vous avez survécu à cette vidéo. C'est, à mon avis, un vrai fait d'armes. Donc je souhaite vous féliciter. La deuxième chose que je tiens à vous dire... Vous pouvez le mettre sur LinkedIn. C'est comme ça qu'on dit? C'est vrai que vous pouvez le mettre sur LinkedIn. Il y aura peut-être un jour une remise de diplôme pour avoir réussi à regarder cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, merci à vous, merci à Kerr d'avoir toujours ce... Tu vas vraiment tu rayonnes à l'image quand tu rayonnes de notre vie, et ça, c'est vraiment beau. Et merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent financièrement pour qu'on puisse faire des records. Merci à tous ceux qui nous soutiennent également en mettant un petit commentaire, un petit pouce, ou qui tout simplement s'abonnent, et puis surtout qui partagent la vidéo à des compatriotes. Des bisous à tous, et souvenez-vous que chez Cult & Click, c'est pas vraiment comme Netflix, c'est le partage, c'est pour toujours. Le partage, c'est la vie. Ouais, des bisous à tous.